Madame, Monsieur, bonsoir. Conseil des ministres exceptionnel aujourd'hui à l'Élysée. Le porte-parole du gouvernement vient à l'instant d'en révéler la teneur. Le gouvernement a arrêté une série de mesures d'urgence destinées à enrayer l'aggravation des déficits des dépenses publiques, à commencer par la sécurité sociale. Voici une première liste de ces mesures dont Max Gallo vient donc d'annoncer la nature. Le nombre des médicaments remboursés sera considérablement réduit. La liste en sera publiée dans les jours qui viennent. Le montant du forfait hospitalier à la charge des malades est augmenté de 300%. Les allocations familiales seront supprimées pour tous les foyers dont les ressources dépassent 8 000 francs par mois. Les retraites seront versées par la sécurité sociale. Leur montant sera réduit de 20 à 70% selon les catégories. L'indemnisation des chômeurs sera diminuée de 20%. D'autres mesures seront annoncées demain. On n'en sait pas plus pour l'instant, mais déjà ces décisions du gouvernement apparaissent évidemment comme un événement politique et économique majeur. Rien n'avait filtré de leur préparation, même si l'aggravation de la conjoncture en explique l'urgence. Je viens de lire ce mois-ci un bouquin étonnant, remarquable, qui s'appelle « Les confessions d'un assassin financier ». Certains le connaissent peut-être, et ceux qui ne le connaissent pas, j'en fais la pub, c'est vraiment à lire. Et si vous lisez ça, vous pouvez arrêter votre abonnement au soir à Libé et éventuellement à la télé. Et vous allez voir pourquoi. John Perkins il s'appelle lui-même « J'étais un assassin financier ». Et donc il a travaillé pour une firme qui officiellement vendait des programmes d'ingénierie et de construction un peu partout dans le monde, dans le tiers-monde. Et il se présentait donc comme un économiste et il allait dans les pays du tiers-monde, Afrique, Asie, Amérique latine. Et voilà comment on lui présente son boulot quand il commence. Premièrement, je devais justifier d'énormes prêts internationaux dont l'argent serait redirigé vers Main, c'est la compagnie qui l'emploie, et d'autres compagnies américaines plus connues comme Bechtel, Halliburton, très active en Irak notamment, Stone Webster et Brown & Root, par le biais de grands projets de construction et d'ingénierie. C'est-à-dire qu'il est chargé de persuader les dirigeants de pays pauvres d'Afrique et d'Amérique latine qui doivent absolument construire des énormes centrales électriques parce que leur pays va se développer et que ça leur rapportera et que donc avec ça ils pourront rembourser, qu'il faut aussi faire des routes, des aéroports, tout ce qui va avec, comme par hasard d'ailleurs tout ce qui aide à exporter les produits, les matières premières, les ressources de ce pays. Et donc il est chargé de leur vendre d'énormes travaux. Mais je dis énormes. Il donne beaucoup d'exemples sur une série de pays. Deuxièmement, dit-il, je devais mener à la banqueroute les États qui recevraient ces prêts. Je ne me suis pas trompé, je relis. Je devais mener à la banqueroute les États qui recevraient ces prêts. Je devais les mettre en faillite. Je devais les obliger à contracter une dette qu'ils ne pouvaient pas rembourser, de sorte qu'ils seraient à jamais redevables à leurs créanciers et constitueraient donc des cibles faciles quand nous aurions besoin d'obtenir leur faveur sous forme de bases militaires, de vote aux Nations Unies ou de l'accès au pétrole et à d'autres ressources naturelles. Et donc il donne toute une série d'exemples à propos d'une série de pays qui effectivement ont été volontairement mis en faillite pour les rendre dépendants et pouvoir continuer à les piller et à les utiliser. Ça, c'est donc ce qu'il appelle être un assassin financier. Et il dit, j'étais un parmi quelques centaines, et maintenant il y en a des milliers. Mais là, il a commencé sa carrière dans les années 60-70.
Et il dit maintenant il y en a des milliers, il y en a encore plus. Et il explique que l'aide n'était absolument pas une aide mais un piège. Et sur la dette, il dit ceci: notre empire global des États-Unis dépend largement du fait que le dollar est la principale monnaie internationale et que ce sont les États-Unis qui en impriment. Ainsi, nous prêtons de l'argent à des pays comme l'Équateur, tout en sachant très bien qu'ils ne pourront jamais le rembourser. En fait, nous ne voulons pas qu'ils payent leurs dettes, puisque c'est ce non-paiement qui nous procure une influence sur eux. Et il dit, voilà donc ça, la soi-disant aide, la soi-disant dette, en fait, ça veut dire qu'on leur fait un prêt pour qu'ils puissent acheter plein de trucs à des sociétés des États-Unis, de sorte que les États-Unis impriment des dollars qui ne quittent pas les États-Unis, et on appelle ça une aide au Sud. Et après, vous avez des générations et des générations qui sont obligées de se serrer la ceinture pour rembourser ça. Et il dit en plus, on oblige ces États à diminuer leur, comme je le disais au début, à diminuer leur budget de l'éducation, de la santé, à diminuer les salaires, à vendre leurs entreprises. Et donc, on les plonge absolument dans la catastrophe, dans la banqueroute, exprès. Et alors il dit, nous étions donc la première vague, les economic hitmen, les assassins financiers. Et il dit, parfois on ne réussissait pas, parfois on échouait, parfois on tombait sur un dirigeant honnête ou qui voulait absolument défendre ses intérêts, ou quelqu'un qui préférait travailler avec une autre grande puissance. Et alors, dit-il, les deuxièmes qu'on envoyait dans ces pays, c'était ce qu'il appelle les chacals, c'est-à-dire les assassins tout court. Et donc vous avez eu dans les années 60, 70, 80, une série de dirigeants en Amérique latine, par exemple, Panama, Équateur, tout ça, qui avaient un programme très indépendant pour leur pays, qui voulaient résister aux multinationales, qui avaient des projets, et qui sont inexplicablement morts dans des accidents d'avions, d'hélicoptères, ou ceci ou cela. Et il explique que tout le monde dans sa profession sait très bien qu'ils ont été assassinés. Et il disait parfois les chacals ne réussissaient pas, et alors la troisième vague, c'est l'armée. Et donc c'est très important de voir la vision globale de la politique des États-Unis dans cette affaire-là. 1, les assassins financiers, 2, les assassins tout court, 3, l'armée. Et de bien voir la stratégie globale. En m'introduisant, on a signalé que mon tout premier bouquin, ça a été Attention médias, sur la première guerre contre l'Irak. Et je suis un peu tombé des nues, je n'avais pas travaillé sur la politique internationale et le Moyen-Orient, je faisais plutôt du journalisme sur les questions sociales en Belgique. Et donc je suis tombé des nues en découvrant à quel point on nous mentait dans cette guerre en Irak. Et maintenant, avec tout ce que j'ai lu depuis, je vois que j'étais encore bien naïf il y a 20 ans quand j'ai décrit la guerre en Irak, et que d'ailleurs Perkins m'a appris toute une série de choses absolument étonnantes sur la guerre contre l'Irak. Et il dit par exemple qu'en Irak, Saddam Hussein, on avait envoyé des assassins financiers et des assassins tout court en Irak pendant des années et des années, et que c'est parce qu'ils ont échoué qu'on a envoyé l'armée. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il dit lui-même, il raconte, c'est assez au jour le jour, comme c'est un journal, il raconte, et alors un jour il dit que il lit la presse des États-Unis du matin, et la guerre en Irak vient de commencer, et il dit voilà, ces articles ne contenaient rien qui pût indiquer que ce qui arrivait à l'Irak en 2003 était la continuation d'une honteuse histoire. Qu'en fait la guerre, ça c'est quelque chose que je dis souvent, la guerre est la continuation de la politique, d'accord, mais surtout de l'économie. La guerre, c'est la continuation de l'économie. Le besoin d'un tueur à gages économique est né au début des années 50, alors que Mossadegh venait d'être élu démocratiquement en Iran. Il était considéré comme l'espoir pour la démocratie dans le Moyen-Orient et considéré comme l'homme de l'année selon le Time Magazine. Une chose qu'il a apportée et fini par appliquer était que les compagnies pétrolières étrangères devaient payer le peuple iranien bien plus pour leur pétrole qu'elles ne le faisaient et que les Iraniens devaient profiter de leur propre pétrole. Politique étrange. Nous n'avons pas aimé cela, bien sûr.
Mais nous étions anxieux de faire ce que nous faisons normalement, qui est d'envoyer les militaires. À la place, nous avons envoyé un agent de la CIA, Kermit Roosevelt, un parent de Teddy Roosevelt. Et Kermit y alla avec quelques millions de dollars. Et cela fut très, très efficace. Et dans un court laps de temps, il réussit à faire renverser Mossadegh et fit entrer le Shah d'Iran pour le remplacer, ce qui a toujours été favorable au pétrole. Et c'était véritablement efficace. Bombs overflow Tehran. Army officers shout that Mossadegh has surrendered and his regime as virtual dictator of Iran is ended. Pictures of the Shah are paraded through the streets as sentiment reverses. The Shah is welcomed home. De retour aux États-Unis, à Washington, les gens ont observé et dit « Wow, c'était facile et bon marché ». Donc, ceci a établi une nouvelle manière de manipuler des pays et de créer un empire. Le seul problème avec Roosevelt est qu'il était un agent officiel de la CIA. Et s'il s'était fait prendre, les conséquences auraient été dramatiques. Donc, très rapidement, à ce moment-là, décision fut prise d'utiliser des consultants privés pour passer l'argent depuis la Banque mondiale ou le FMI ou l'une des autres agences équivalentes ou de faire appel à des gens comme moi qui travaillons pour des sociétés privées afin que si nous étions pris, il n'y ait pas de conséquences gouvernementales.